La seconde chance. À Monaco, Jennifer et Wesley sont très jeunes, ils s'aiment. Jennifer est très belle et a un détail magnifique. Ses yeux sont verrons, un bleu et un marron. Jennifer tombe enceinte. Tu sais, Wesley, c'est mieux de ne rien dire à mes parents pour la grossesse, pour éviter l'avortement. Comme tu voudras, je suis prêt à travailler et assurer pour toi et le bébé. Le bébé naît. Il l'appelle Brian. Wesley cherche du travail, mais il ne connaît pas les codes de la société et se fait virer de partout, tout le temps. Dylan, un copain dealer, finit par l'embaucher. C'est simple, tu dois juste livrer des frigos pleins de drogue. Le jeune papa prend le risque pour avoir de l'argent pour sa femme et son bébé. L'histoire sera courte. À mon avis, comme la dernière phase de ma vie, je tirais en l'air, je dirais tant pis. Les gens sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal, le russe ou les griffes. J'ai patienté pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant demain me livre. J'ai dépensé du passé, j'ai vendu des calibres. Gros, j'avais les câlines. Tout le monde me voyait quand j'avais pas bonne mine. Bien sûr, Wesley finit en prison. Pour essayer de garder Jen, il lui ment. T'inquiète, comme je suis malade, je vais être libéré bientôt. Tout ça est faux, et Jennifer sans doute. Elle se retrouve seule, à 15 ans, à élever un bébé sans parents. Amine, un copain du lycée, sèche les cours pour garder le bébé, pendant que Jennifer travaille dans un supermarché. Mais Maman a cramé que j'allais pas en cours pour garder ton bébé. Ils veulent que je retourne à l'école, sinon c'est la pension. Tu vas devoir te débrouiller. dans sa détresse à cause du manque d'argent, elle prend l'initiative de dire la vérité sur son enfant à son patron. Et contre toute attente, son patron se montre compréhensif et décide de lui offrir une prime de 200 € sur son salaire. Malgré sa gentillesse, Jennifer a besoin d'argent plus vite, donc elle décide de prendre 50 € chaque jour dans la caisse, jusqu'à ce qu'elle ait son salaire. Et cela devient addictif. Elle le fait jusqu'au jour où son patron la surprend en train de commettre ce délit, et il décide de la virer. Elle postule dans différents supermarchés mais sans réponse, jusqu'au jour où elle se retrouve avec 0 € sur son compte. J'ai envie de mourir, je suis au bout de ma vie. Je ne vais jamais m'en sortir. Un homme l'entend pleurer et s'approche. C'est Jean-Pierre, célèbre pilote de Formule 1 à Monaco. Pourquoi être si triste quand elle est encore jeune? Tu as la vie devant toi. C'est ce qui ne va pas. Je n'ai plus d'argent pour prendre soin de mon bébé et pas de mode de garde pour pouvoir travailler. Il y a toujours des solutions. Je pense vraiment pouvoir t'aider. Jean-Pierre lui propose du cash en échange de disparaître en lui laissant son bébé. Pour le bien de son enfant, dont elle ne peut pas s'occuper, Jennifer accepte et confie son bébé à Jean-Pierre, qui en échange lui donne une grosse liasse de billets. Un cœur battant mais déjà à l'abandon. Cherche une main qui ne viendra jamais. Les promesses se dissolvent comme du sel dans l'eau. Et les rires d'hier résonnent comme des échos. Des souvenirs figés dans un cadre brisé. L'amour s'est envolé, laissant un vide, un dé. Les regards détournés, les mots non dits. Chaque pas que je fais, je sens l'oubli. Dans un monde qui avance, je reste figé. Un spectre parmi les vivants. Un cœur déchiré, l'abandon me hante comme une ombre fidèle. Je me relève car je suis encore en vie. Rebelle, alors je crie, je slame, je libère ma voix. Pour ceux qui sont perdus. Sans choix, l'abandon c'est une cicatrice, mais pas une fin, car même dans l'obscurité, je cherche la lumière, le chemin. Chaque mot, une pierre, chaque rime, une clarté. Je reconstruis mon monde, je me bats pour exister. Un copain du quartier des Moulins vient voir Jennifer de la part de Wesley, le père de son bébé, pour comprendre ce qui se passe. Jennifer ne vient plus le voir en prison, le ton monte et le copain devient agressif avec Jennifer. Elle a peur. Un jeune homme, David, la sauve. Tu le laisses tranquille, ok? Sinon tu vas vraiment le regretter. David est vraiment costaud et très énervé. Le copain de Wesley s'enfuit. Merci, mais pourquoi tu filmes? Parce que je suis influenceur. Tu vas voir, on va faire le buzz ensemble. Il avait raison. La vidéo fait le buzz sur les réseaux. La victime et son sauveur sont maintenant des stars. Ils se mettent en couple pour de vrai. Jennifer cache à David son nouvel amoureux, qu'elle a eu un bébé qui a été adopté par un homme riche. Elle commence à faire elle aussi l'influenceuse. Un jour, elle fait une dédicace sur un yacht à Monaco et un jeune ado fan d'elle vient la voir. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as vu? J'ai les yeux verrons comme toi. Tu sais, c'est super rare. Jen est très troublée. Il a l'âge de son fils. Elle comprend qu'elle est sa mère et s'effondre, prise d'un tremblement incontrôlable. Tous ses abonnés, témoins, impuissants, retiennent leur souffle en silence, la voix tremblante. Elle essaie de tenir le coup, mais les mots se mélangent et se brisent, comme une fragile mélodie perdue. Son fils dévasté vient lui aussi de comprendre, les larmes roulant sur ses joues. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu n'avais pas le choix, mon fils. Je t'aime de tout mon cœur. Tous ses abonnés la voient enlacer son fils en larmes et en direct. Les yeux du monde entier sont rivés sur eux et regardent cette scène poignante se dérouler. C'est pas juste.
Elle a plus d'abonnés que moi, alors que c'est moi je lui ai tout appris. Je vais la clasher sur les réseaux. Brian raconte à sa mère ce qui s'est passé pendant les années où ils étaient séparés. Jean-Pierre, son père adoptif, vient d'avoir un grave accident de Formule 1. J'ai voulu lui donner mon sang pour sauver sa vie, avec une transfusion. Et les infirmiers se sont aperçus que lui et moi, nous n'avons pas le même sang. Et donc, pas de lien de parenté. C'est comme ça que le secret de Jean-Pierre a été révélé à Brian et à tout l'entourage. Mais Jean-Pierre ne peut pas répondre aux questions et s'expliquer sur cette histoire, car il est encore dans le coma. Le sang a parlé, mais je ne peux pas le considérer comme un étranger alors qu'il m'a élevé et qu'il m'a tout donné. Brian reste au chevet de son père adoptif inconscient. Il se pose des questions sur le passé, sur l'avenir, sur ce qui lie les gens entre eux, au-delà du sang. Depuis l'accident, chaque jour, Brian invoque son père qui est toujours dans le coma. Il soudoie les infirmières. Son monde s'écroule. Il passe par plein de sentiments contradictoires et perturbants. Du fond de son coma, Jean-Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Il se demande comment Brian a pu apprendre cette histoire d'adoption. Jean-Pierre sent bien qu'il est entre la vie et la mort. Il ne veut pas mourir sans avoir pu demander pardon à Brian de lui avoir caché son histoire. Il avait tellement peur de le perdre. Il a aussi appris que Weasley, le très jeune père biologique de Brian, s'était suicidé en prison, n'ayant plus de nouvelles de Jennifer et de leur bébé. Il n'avait plus de raison de vivre, plus rien pour l'aider à supporter sa longue peine. Plus d'espoir que sa petite famille l'attende et soit là pour lui le jour où il sera libéré. Jean-Pierre est un pilote de Formule 1 assez célèbre, et tout Monaco retient son souffle pour savoir ce qui va se sortir. Brian fait une enquête et va voir sa tante, la sœur de son père. Je filme la scène en cachette car mes abonnés sont devenus fous de cette histoire tragique de retrouvailles, de mensonges enfin démasqués et de coma d'un célèbre pilote. Et grâce à l'argent que je gagne, je peux faire enrager David et récupérer enfin mon fils. La tante lui raconte que ses parents sont morts d'un accident de voiture quand il était tout bébé et que Jean-Pierre a décidé de s'occuper de lui comme son fils. Brian se sent triste, tous les sentiments les plus forts se mélangent dans son cœur. Il ne sait plus qui est vraiment Jean-Pierre, son père, puisqu'il lui a menti toute sa vie. Il va manger chez Mamie qui tient le restaurant Comptoir. Place des Armes juste sous le rocher à Monaco. Mamie a joué pour lui le rôle d'une grand-mère. Il a confiance en elle et elle connaît toutes les histoires secrètes du rocher qu'il lui raconte. Il découvre que Jean-Pierre, lui aussi, avait eu l'idée de se confier à Mamie après avoir pleuré et avoir réfléchi. Brian va voir Jean-Pierre à l'hôpital. Jean-Pierre est dans le coma, mais il répond à son fils dans sa tête. Malheureusement, Brian ne peut pas l'entendre. Papa, réveille-toi. Arrête, c'est pas marrant. Réveille-toi. On m'a dit que je suis pas compatible avec toi. Explique-moi. Je t'entends, mon fils. Pardonne-moi. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette manière. Papa, je t'en supplie, réveille-toi. Je ne peux pas te perdre. Et c'est quoi cette histoire? On m'a dit que tu n'étais pas mon vrai père. Explique-moi, comment c'est possible? Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'arrive pas à bouger, ni à communiquer. Je fais mon possible. Je t'aime, mon fils. Ne les écoute pas. Tu es mon fils, mon fils. Je suis ton père, car c'est moi qui t'ai élevé. Dans sa tête, Jean-Pierre entend Brian lui demander qui est son père biologique, s'il le connaît, s'il est mort. Je n'avais pas le choix. J'ai voulu te protéger. C'était le contrat. Lui, il avait déjà disparu. Et elle devait disparaître à son tour. Parce que c'était encore des enfants. Des enfants ne peuvent pas être des parents. Ils étaient perdus dans la délinquance, sans avenir, sans diplôme, sans projet et sans but. Je voulais le meilleur pour toi, et le meilleur, c'était qu'ils disparaissent et qu'ils ne t'entraînent pas dans leur vie chaotique et pleine de risques. Elle ne savait pas s'occuper de son bébé, de toi. Tu pleurais dans un couffin, caché sous la caisse de la supérieure de travailler. Mais c'est un dialogue de sourds. Le dialogue de Brian avec lui-même et le dialogue de Jean-Pierre avec lui-même. Jean-Pierre répond à Brian, mais celui-ci ne peut entendre les divagations d'un comateux. Il secoue Jean-Pierre, inconscient. Réveille-toi, ne me laisse pas seul. On a entendu des cris. Que faites-vous? Vous n'avez pas le droit de crier sur un patient. S'il vous plaît, réveille mon père. Monsieur, on ne peut rien faire. Son destin repose entre ses mains maintenant. Il faut juste attendre. S'il vous plaît, prenez soin de lui, réveillez-le, je vous en supplie. Brian est très en colère et pense un instant à débrancher Jean-Pierre. C'est qu'il lui donne beaucoup de culpabilité. Il faut le débrancher car il lui a menti. Mais il l'aime comme un bon fils reconnaissant et toutes ses pensées contradictoires se bousculent dans sa tête. Jean-Pierre essaie toujours de communiquer, d'entrer en contact avec Brian. Le test ADN, c'est que de la science. Tu n'es pas le fils de mon sang, mais tu es le fils de mon cœur. Même si je ne peux pas te le prouver, peut-être que tu m'en veux de t'avoir caché tout ça. Mais j'ai essayé d'être un bon père pour toi. Ta mère avait à peine 15 ans, elle m'a confié à toi, elle m'a fait confiance pour veiller sur ton enfance, sur ton bonheur. Et ça, c'est un acte d'amour. Ton père avait 15 ans lui aussi. Et moi, tu sais bien, j'ai eu beaucoup de conquêtes, mais je suis stérile, depuis un accident de voiture. Je suis devenu un vrai playboy pour compenser, mais en vérité, je suis marié à ma Formule 1.
Brian continue à poser des questions même s'il sait que Jean-Pierre ne peut pas vraiment lui répondre. Il espère qu'il entend les questions et y répondra à son réveil. Tu comptais me le dire quand? Tu n'as pas honte de m'avoir menti tout ce temps? En tout cas, merci d'avoir été là. Je t'en prie, réveille-toi, je t'aime. Tu es mon père, et c'est tout. Jean-Pierre ouvre les yeux et sourit. Ils font un selfie pour que Jennifer le poste, les abonnés sont fous de joie. La seconde chance, une fiction faite par la première commerce du lycée Charles Petier à Villeneuve-la-Garenne. Enregistrée à la SACD le 18 mars 2025. Avec Mohamed, Céliane, Aymen, Christopher, Samy, Kylian, Mehdi, Chelsea, Monia, Tariq. Encadré par Madame Amagar et Madame Bécalette, enseignante au lycée Charles Petier à Villeneuve-la-Garenne. Réalisation, prise de son, montage, mixage par Baptiste Runetti. Écriture encadrée par Delphine Gusto dans le cadre du dispositif Raconte-moi ta vie, imaginé par Auteur Solitaire, accompagné par la CRIF